Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur comment créer un jeu vidéo en 2 dimensions. Cette série de vidéos va être focalisée comme d'habitude sur certains points. Donc la première vidéo, on va voir vraiment les fonctionnalités globales du logiciel que je vais vous présenter et un peu de vocabulaire pour savoir de quoi on parle dans les prochaines vidéos. J'ai choisi d'utiliser le logiciel GDevelop pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est simple, il est gratuit, vous avez rien à payer. Hem, bon, je sais pas si vous dépassez un certain nombre de ventes, peut-être il y a quelque chose à payer, j'ai pas vérifié à vrai dire. En tout cas, l'utilisation est entièrement gratuite. Il y a pas d'abonnement, il y a rien à payer et cetera. Vous pouvez développer vos jeux et après, si vous souhaitez, par exemple, enlever, le logo GDevelop, là, il faudra payer peut-être, un petit truc, mais c'est vraiment pas grand-chose comparé à certains logiciels, qui coûtent, des fortunes. Là, on est vraiment sur un logiciel, quasi gratuit. Donc 2e point, le logiciel est entièrement traduit en français, donc c'est vraiment très rare. Il n'y a pas beaucoup de logiciels qui sont, entièrement en français. Des fois, vous avez les menus en français et cetera. Là, il y a vraiment tout qui est en français, le nom des événements et cetera, donc ça peut porter un peu à confusion. Des fois, on s'attend à avoir des noms en anglais et on se retrouve avec des trucs en français. Mais pour les gens qui parlent pas anglais, c'est vraiment, extraordinaire d'avoir ce genre de logiciel. 3e point, c'est, facile d'apprendre, mais long. Voilà. Donc il y a une facilité d'apprentissage, mais ça va prendre un peu de temps à appréhender toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais ça, c'est le cas pour quasiment tous les logiciels, hein, de création de jeux vidéo. Si vous voulez faire un jeu vidéo un peu complexe, dans le sens, vous allez gérer des variables, gérer des événements et cetera. Il y aura forcément, ça prendra un peu de temps à apprendre comment faire ci, comment faire ça. Faudra regarder des tutos, il faudra vous renseigner. Heu, vous n'allez pas, créer un jeu vidéo de zéro. Bon, je parle un vrai jeu vidéo bien complet, parce qu'effectivement, il y a des logiciels qui permettent de faire des jeux, très rapidement, mais généralement, c'est plus des éditeurs de niveau que vraiment de la création pure et dure de jeux. Là, vraiment, vous pouvez créer n'importe quel type de jeu en 2 dimensions, vous êtes complètement libre. Dernier point, il y a une bibliothèque, des assets, je sais plus comment on dit en français, des textures, voilà, pardon. Il y a une bibliothèque de textures qui est directement intégrée au logiciel et bon certaines, bibliothèques sont payantes, donc vous allez devoir rémunérer, ce qui est normal, hein, les personnes qui ont créé les textures. D'autres sont, je vais vous montrer d'ailleurs, il faut aller dans boutique ici et si on prend, heu, hop, des textures gratuites, vous allez avoir en fait le type de licence. Donc là, public domain, ça veut dire que vous avez rien à faire, vous pouvez utiliser toutes les textures et c'est free. Il y a même pas besoin de faire de crédit ou quoi. Là, par contre, type de licence, vous voyez attribution to the artist is required. Donc il faut aller voir, vous cliquez sur ce lien et vous allez aller voir, qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être la personne veut qu'on mette, j'en sais rien, son site internet, son nom, et cetera, ses réseaux sociaux. Donc il faut bien vérifier ça, il faut bien faire gaffe parce que, vous pouvez avoir des soucis, sur les licences, que ce soit des ressources, des musiques et cetera. C'est comme partout, hein, on n'utilise pas des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà. Donc ça reste gratuit, mais il faudra faire, un crédit, à la personne qui a créé les textures sûrement. Et vous en avez aussi des payantes, vous pouvez aller voir, vous pouvez les acheter directement dans le logiciel et puis une fois que vous les avez achetés, vous les intégrez directement dans votre jeu et ça, c'est vraiment très bien. Donc on va créer notre premier jeu, donc je vais créer un jeu et on va suivre son évolution petit à petit le long des vidéos. Dans cette première vidéo, on va vraiment s'attarder sur les détails globals du logiciel, l'ensemble global et après chaque vidéo, ça sera découpé sur, une fonctionnalité en particulier. Donc on va aller dans créer ici. Juste pour avant, j'ai oublié de vous dire,
pour télécharger le logiciel, hein, c'est gratuit. Vous tapez sur Google pardon, vous tapez JDevelop et vous allez sur le site officiel, vous pouvez le télécharger gratuitement, il y a rien à faire. Peut-être juste vous inscrire, je sais plus, à vérifier. Donc là, vous voyez dans mes projets, vous allez faire créer un projet ici. Donc vous pouvez créer une taille personnalisée ou alors utiliser du 1920 par 1080, c'est standard. Hop, ici vous mettez le nom du projet, où vous souhaitez le stocker. Vous pouvez le stocker dans le cloud de JDevelop directement ou sur votre ordinateur. Moi je vais choisir dans l'ordinateur. Et ici, on va décocher autoriser les joueurs à s'authentifier en jeu, on n'en a pas besoin. Et créer un projet. Tac. Donc là on arrive sur une page complètement vide avec juste un rectangle et on va faire le tour des différents menus. Donc si je vais en haut à gauche ici, j'ai mon gestionnaire de projet et je vais avoir tout un tas de fonctionnalités. Si je vais dans propriétés, ici je peux mettre le nom du jeu, la description, les auteurs, l'orientation de l'appareil pour les mobiles, puisque vous pouvez développer des jeux pour mobile et pour PC, les deux sont faisables, mobile, PC, tablette. Donc vous pouvez choisir si vous souhaitez que votre jeu soit orienté horizontalement ou verticalement. Donc le nom du paquet pour Android, iOS, on va pas s'en préoccuper, nous on va faire un jeu pour PC. La résolution de rendu, donc on va faire du Full HD 1920 par 1080 et on va mettre IPS maximum, on va mettre du 240 Hz, 240 FPS, ça me paraît largement suffisant. Donc c'est bien de mettre une limite, hein. Moi je vous conseille de toujours en mettre une, parce que si vous mettez 0, ça met en illimité, mais du coup le PC de l'utilisateur va essayer d'aller chercher le plus d'FPS possible, ce qui est pas forcément très utile. Le mode de mise à l'échelle, je vous conseille toujours d'utiliser linéaire. Donc c'est pour arrondir les angles. Hop, anti-crénelage pour la 3D, non, on va pas utiliser de 3D, ça sera un jeu 2D uniquement. Et ici, vous pouvez ajouter une bannière AdMob, donc c'est une bannière publicitaire comme vous avez sur les jeux mobiles. Et ça, je n'ai jamais essayé, c'est pour faire une connexion avec Steam. Ici, on va également avoir un écran de chargement. Donc moi, j'aime bien mettre 0 secondes ici à la durée minimale de l'écran. Donc si vous avez un super SSD, eh ben, votre jeu va être chargé direct. Pas d'écran de chargement, c'est tant mieux. Euh, une barre de progression, c'est qui permet de voir la progression du chargement. Donc le chargement apparaîtra toujours au lancement du jeu et entre deux scènes. Donc lorsque vous allez changer de scène, il y aura un écran de chargement. Donc une scène, pour vous représenter ça, pensez à Mario par exemple. Et ben, vous allez avoir plusieurs niveaux, des menus, etc. Une carte du monde, j'en sais rien, sur laquelle vous naviguez. Et ben, chaque niveau, ça va être une scène différente. L'intérieur des menus, ça va être des scènes différentes, etc. Ensuite, on a l'icône miniature, donc ça va être pour l'icône Windows. Lorsque vous allez dans les menus du PC, vous allez avoir une icône qui, comme n'importe quel logiciel, et ben, vous pouvez définir l'icône de votre jeu. Tableau de bord du jeu, ça c'est si vous partagez votre jeu sur JDevelop, je crois, je l'ai jamais utilisé. Là, on va voir les variables globales, donc ça on reviendra plus tard quand on parlera des variables, les ressources également, donc ça les ressources, c'est toutes les ressources qui sont utilisées dans votre scène. Ici on va voir toutes les scènes, donc vous allez voir, on va en créer pas mal, puisqu'il y aura autant de scènes que de niveaux et de menus. Les extensions, donc les extensions ce sont des extensions tout simplement qui sont développées par des gens de la communauté et qui permettent d'ajouter certaines fonctionnalités. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Un effet magnétique, des switches, changer le curseur, a behavior to change the cursor, ok. Voilà, il y a tout un tas d'extensions, vraiment il y en a un paquet. Et certaines sont très utiles, j'en utilise assez souvent. Donc peut-être on verra une vidéo là-dessus, quoique pas sûr. On verra ça plus tard. Les événements externes, donc je vais vous montrer juste après. Les calques externes, on verra plus tard.
Donc, vous voyez ici, on a deux choses. On a la scène et la scène sans titre, entre parenthèses, événement. Donc ça, en fait, ça sera les événements de notre scène qui est ici. Donc, si je renomme la scène, on va mettre par exemple 1, tac, zut, hop, voilà, là donc j'ai l'événement. Ici, j'aurai tous les événements qui sont liés à ma scène. Donc, ensuite, ça, je vais le cacher. Tac. Ici, on a le panneau des objets. Donc, on va avoir deux choses, les objets globaux, les objets de scène. Donc, les objets globaux, ce seront les objets qu'on pourra utiliser dans plusieurs scènes à la fois. Les objets de scène, ça sera les objets qui seront utilisables uniquement pour la scène en cours. Les groupes d'objets, donc les groupes d'objets, c'est pareil, on a les groupes de scène et les groupes globaux. Donc, un groupe d'objets, c'est juste un genre de groupe qu'on pourra utiliser dans les événements pour dire, eh ben, si j'applique cet événement à ce groupe, enfin cette action à ce groupe, eh ben, cette action s'exécute pour tous les éléments qui se trouvent dans le groupe, donc tous les objets qui se trouvent dans mon groupe. Donc on en reparlera, vous allez voir, ça peut paraître un peu flou comme ça, mais une fois qu'on sera dans le bain, ça ira mieux. Donc le panneau des propriétés, ça permet de voir les propriétés d'un objet qui se trouve sur la scène. Le panneau des calques, ça on y reviendra. La grille, donc moi je vous conseille d'afficher la grille, ça permet de placer plus efficacement les sprites sur la scène. Et ici on peut changer le zoom, c'est pas très utile puisqu'on peut zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Et ici c'est quoi? Les réglages, le titre de la fenêtre et un bouton, une option pour arrêter la musique et les sons au début de la scène. Bon, ok. Donc pour naviguer là-dedans, on va voir le clic gauche, laisser appuyer le clic gauche et sélectionner une zone, ça permet de sélectionner plusieurs objets qui se trouvent sur la scène. Clic droit pour accéder aux propriétés. Et clic molette pour déplacer notre visuel. Ok, donc maintenant, on va créer un événement externe ici. Donc ça, c'est vraiment la base de la base que je vous apprends. Il faut créer un événement externe, puisque dans votre jeu, vous allez sûrement faire plusieurs niveaux, et vous n'allez pas vouloir réécrire tous les événements que vous avez déjà écrits, alors que vous pouvez les réutiliser, réutiliser les événements de la scène précédente. Donc pour ça, on va faire des événements externes. Donc tous les événements externes, si on inclut les événements dans notre scène, et ben, enfin si on inclut les événements externes dans la scène, on pourra utiliser tous les événements externes pour plusieurs scènes. Ouais, c'est pas très clair, mais on va revenir là-dessus. Donc je vais créer un événement externe, je vais l'appeler global. Et hop, si je vais là-dedans, vous voyez ici, j'ai mon événement global. Pour le lier à ma scène, je vais faire choisir la scène 1. Et dans mes événements de 1, je vais faire ici en haut à droite, ajouter, lier des événements externes, je vais mettre global ici. Donc là, j'ai lié les événements, j'ai, entre guillemets, j'ai importé les événements externes de mon groupe, enfin de mon événement externe global, je les ai importés dans la scène 1. Voilà. Donc tous les événements qui seront dans global, pardon, eh ben, ils seront utilisables dans la scène 1. On va créer un objet juste pour vous montrer. Tac, je clique sur ajouter un nouvel objet ici. Et donc là, donc vous pouvez importer un objet depuis le magasin de ressources. Donc ça, ce sont les assets que je vous avais montré où on peut en avoir un paquet. Ou on peut créer un nouvel objet à partir de 0. Donc nous, on va faire ça. Et donc là, on a un paquet d'objets. Je ne vais pas vous les présenter dans cette vidéo, je vous les présenterai dans une autre vidéo. On va juste choisir Sprite. Et ici, on va créer un sprite et on va faire un truc, juste un carré de couleur. Hop, c'est noir, c'est même pas une couleur. Et on va faire appliquer. Et donc pour placer cet objet sur la scène, on va juste faire un glisser-déposer, hop. Et donc là j'ai mon objet sur la scène, je peux le déplacer, je peux le mettre où je veux. Je peux aussi l'agrandir, je peux faire une rotation. Donc la rotation, je vous déconseille de le faire comme ça, à moins que vous vouliez qu'au lancement de la scène, votre objet ait une certaine rotation, ça peut arriver.
Donc pour annuler la rotation, là je vais aller dans le panneau des propriétés et je vais mettre 0 à l'angle, ici. Vous pouvez également, vous voyez ici dans le panneau des propriétés, on a les coordonnées sur X, Y et Z. Donc c'est bien un jeu de dés, mais le Z en fait correspond à la position, comment expliquer ça? À l'avancement de l'objet par rapport aux autres objets de la scène. Donc par exemple, si je mets un autre objet, je mets mon deuxième objet là, vous voyez, et il est en Z2, donc si je le mets par-dessus, il va recouvrir mon autre objet. Alors que si je mets Z0, ben là, bon, ça se voit pas parce que cet objet il est noir, mais cet objet là, mon objet il est devant en fait. Parce qu'il a Z égale 1, cet objet il est derrière parce qu'il a Z égale 0. Donc j'aurais dû mettre deux objets de couleurs différentes pour vous montrer, ça aurait été un peu mieux. Mais vous avez compris le principe. Donc le Z en fait ça permet de superposer les éléments. Donc très important. Vous avez aussi la notion de calque. Et donc là on a les variables d'instance. Donc on reviendra dessus aussi. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir. Et le numéro d'animation. Donc le numéro d'animation, pareil, on fera un tuto là-dessus. Hop. Bon, juste ce système de calque, j'arrive pas très bien à l'expliquer, j'essaierai de faire un tuto là-dessus pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que là, c'est catastrophique l'explication, je pense. C'est pas grave. Donc là, on a vu comment créer un objet de scène. Donc si vous voulez le passer en global, il suffit de faire un clic droit et définir comme objet global ici. Donc les éléments globaux s'appliqueront à plusieurs scènes, pareil que les événements externes. Sauf que les événements externes, vous pouvez les lier à certaines scènes, alors que les objets globaux, ils seront pour toutes les scènes. Voilà. Quand même une grosse différence. Pour sauvegarder votre projet, ici la petite disquette, tac. Et maintenant on va voir comment ça fonctionne ce système d'événements. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous présenter les fonctionnalités basiques, hein, toujours dans l'optique que c'est la première vidéo. Donc ici on va voir un bouton pour ajouter un nouvel événement. Donc si je clique dessus, on va voir que j'ai condition action. Donc ça va être toujours la même chose, condition action, condition action. La condition, ça va être par exemple, est-ce que mon sprite est visible, par exemple. S'il est visible, j'exécute telle action. Par exemple, je le redimensionne. Hop. Donc définir à 2, je multiplie par 2 sa taille. Donc ça c'est un exemple, voilà. Donc ensuite on va avoir ajouté un sous-événement. Donc le sous-événement s'exécutera uniquement si la condition qui est ici est vraie. Dans ce cas-là, on passera les actions ici s'exécuteront et puis après on passera à la sous-condition. On peut faire une variable locale, ça j'utilise très peu, c'est quoi? J'utilise jamais ce menu. OK, donc là c'est pour gérer les variables, on reviendra là-dessus. On peut ajouter des commentaires, donc très utile. Par exemple, Toto. Voilà. Vous pouvez faire des retours à la ligne, et cetera. Donc ça n'aura aucun impact, c'est juste pour savoir où vous êtes dans le code, savoir à quoi ça correspond, et cetera. Là sur le plus, on a pas mal de trucs, donc on va voir commentaires pour chaque objet. Donc ça c'est pour répéter une action pour tous les objets, toutes les instances d'un objet. On va voir les groupes d'événements, très importants, qui permettent de faire des dossiers d'événements, entre guillemets. Donc vous allez pouvoir prendre des événements et les mettre dans le groupe. Du code JavaScript, lier des événements externes, ça je vous ai déjà montré. Répéter, donc ça c'est pour faire des boucles. Moi j'utilise très peu, vous allez voir qu'on l'utilise pas énormément. Événement standard, donc ça c'est pareil que si vous faites ajouter un nouvel événement ici. Et un tant que. Donc ça c'est tant que, c'est une boucle avec condition en fait. Et on a les réglages ici pour configurer la scène associée. Et ici, vous avez un bouton pour rechercher des événements dans les événements. Autre bouton super important, ici l'aperçu. Donc si je clique dessus, vous allez voir, hop, j'ai un aperçu de ma scène qui se lance. Donc si je mets un sprite ici, hop,
je lance aperçu, hop, on voit bien mon gros carré. D'ailleurs, pourquoi il est aussi gros? Oui, forcément parce que ça se met à l'échelle, pardon, je suis sur un écran 2K, c'est pour ça. C'est en 1920 par 1080. Ouais, du coup, ça me paraît très gros, mais en fait, c'est normal. OK, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez voir les autres tutos qui suivront. J'essaierai d'en sortir assez régulièrement. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.